Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Cette semaine, dans l'édition du 3 mai 2018, le Salon Aventure de Cause Abscale fut encore très populaire cette année. Cosmos Matapédia poursuit sa sensibilisation à la cyberdépendance avec un conférencier de renom. Les Chevaliers de Colomb organisent une soirée bénéfice au profit du Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia et Nancy Bérubé cède son poste de coordonnatrice. Les étudiants et étudiantes en sciences humaines du CEMEC partagent leur expérience terrain. Nous visitons le nouveau centre communautaire de Saint-Damas. Key-Valley d'Amqui accueille une jeune clientèle et les petits explorateurs vous invitent le 9 mai prochain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Le Salon Aventure comptait 30 exposants cette année qui ont attiré plus de 2000 personnes. 8 prix de présence furent tirés parmi les visiteurs, dont certains provenaient même de Matane et Rimouski. Les tout-petits furent quant à eux comblés par Clopin Lanouille et Monsieur Nono et d'autres clowns maquilleurs et sculpteurs de ballons. Félicitations au comité organisateur de Cause Abscale. La semaine dernière, nous vous avons présenté un extrait de la conférence de Geneviève Laroche, Être parent à l'ère numérique. Eh bien, cette semaine, nous vous présentons un spécialiste en cyberdépendance, M. Amnon Jacob Swissa. Monsieur Swissa, vous êtes détenteur d'une maîtrise en travail social, d'un doctorat en sociologie et formé en thérapie familiale. Vous êtes également professeur à l'école de travail social à l'UQAM. Puis en plus, vous faites beaucoup de formations puis de conférences sur la cyberdépendance. Dites-moi un peu de quelle implication vous avez là-dedans jusqu'à maintenant. Ben, c'est une implication riche vraiment parce que ça me permet de connaître des milieux aussi avec des besoins et des préoccupations différentes de la point de vue des parents d'une part, des communautés, aussi des jeunes eux-mêmes, même s'ils ne l'avouent pas tout le temps. Et donc, ça permet de clore un peu des questions-réponses pour être le plus juste possible en fonction des préoccupations parce que c'est un problème qu'il ne faut pas banaliser. C'est un problème, il faut rester vigilant, pas seulement comme parent, mais comme citoyen et citoyenne. C'est important de réfléchir ensemble sur c'est quoi la cyberdépendance et qu'est-ce qu'on peut faire pour être le plus outillé, le mieux outillé dans un monde qui va tellement rapidement avec ces multiples outils technologiques, etc. Donc, des écrans. Il y a beaucoup de dépendances. Il y a les drogues, on sait, il y a les dépendances aux jeux d'argent. Mais dites-moi pourquoi la cyberdépendance vous a tellement interpellé? Ben parce que je l'avais vu venir déjà avant. Ça existe un peu, les réseaux sociaux depuis un certain temps, l'intelligence artificielle, etc. De la même façon avec les jeux de hasard et d'argent. Moi, j'ai écrit quelques petits articles avant qu'on ouvre le casino à Montréal, en 93, pour leur dire casino et dépendance, 2 points, les jeux sont faits, faites attention, il y a des choses qui vont se passer. Et effectivement, il y a malheureusement des gens qui vivent la détresse et dans des circonstances difficiles. Parce qu'on a tendance à associer le problème des dépendances plus avec les substances, parce qu'on les connaît un petit peu mieux, l'alcool, les drogues, etc. Par contre, ça peut être très pernicieux, hein, la question des dépendances comportementales, en particulier soit avec les jeux de hasard d'argent, soit avec les écrans. Et donc la cyberdépendance, elle est là, puis elle est là pour rester pendant un bon bout de temps. Et maintenant, il commence à y avoir un peu un débat hein, avec les fameux géants du web, etc., qui réalisent que eux, ils ont fait ça, sachant que ça peut créer pas mal de dépendance, parce que les écrans, ils les permettaient pas pour leurs propres enfants. Par contre, ils les vendaient aux enfants. Là.
Alors ça pose des questions sérieuses sur la finalité finalement de tous ces outils technologiques. Donc la cyberdépendance ça m'interpellait énormément. Puis je regardais surtout ce regard inquiet des parents. Je dis mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qui m'a motivé à écrire le livre. C'est ce regard inquiet des parents. Justement, vous avez rencontré des parents, des jeunes. Dites-moi les réactions jusqu'à maintenant ici dans la Matapédia. Ben écoutez, je suis bien heureux d'être là. D'abord, je dois souligner le dynamisme des personnes qui sont dans ce réseau ici à Matapédia. Je trouve que les gens à Matapédia pourraient être fiers de tous les gens qui ont organisé ça. Parce que c'est des gens qui ont à cœur vraiment le développement personnel, familial et social de la communauté. Et ils travaillent très bien en réseautage, ils sont bien organisés, méthodiques. Je pense qu'ils méritent beaucoup d'applaudissements d'abord, premièrement, sincèrement, je le dis de tout cœur. Et puis bien sûr aussi Madame Simard, Marie Simard, qui est la directrice de la COFAC, qui a permis finalement le lien avec les personnes d'ici, Céline Raymond, Geneviève Laroche, également Nancy Dampierre des écoles et tout. Donc c'était assez clair, dynamique, tout. Donc l'expérience que j'ai avec les enfants et les parents je trouve ça très positif pour les personnes, pour moi aussi, parce que j'apprends un peu mieux à les connaître. Mais je trouve que c'était très riche comme échange. On a eu des belles rencontres. À micro fermé, tantôt, on disait qu'il y avait certains jeunes qui étaient sur leur téléphone intelligent, qui avaient de la difficulté à écouter la conférence. Oui, effectivement. Mais écoutez, je pense que c'est ça. La question, c'est pas d'interdire ces outils. La question, c'est un minimum de règles respectables, parce qu'il faut respecter l'autre, là. C'est ça le droit, là, comme discipline. C'est tant et aussi longtemps que vous faites ce que vous faites, ça va. Mais si ça n'empêche pas l'autre aussi de vivre des effets pervers ou négatifs. Et là, ces jeunes-là méritent d'être accompagnés de manière personnalisée, puis surtout aussi d'impliquer aussi les parents et les proches pour qu'ils aient un impact à leur tour sur la réduction de la fréquence des écrans, du temps investi dans les écrans, et puis aussi qu'ils se réengagent un petit peu plus dans le monde réel, parce que les relations face à face sont riches pour notre équilibre, et si on ne le fait pas, on a un sérieux problème après dans le développement. On perd une grande dimension. Vous disiez aussi dans l'une de vos entrevues que j'ai écoutées sur Internet que c'est important de savoir ce qu'ils font sur Internet, de rentrer un peu dans leur monde pour pas qu'il y ait comme un monde parallèle. Oui, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le monde narratif, c'est-à-dire les gens qui sont dans le vidéo, ils s'accrochent à des personnages, à des avatars, donc il faut utiliser l'avatar pour aller rejoindre les émotions du joueur. Vous suivez? Si lui est tellement attaché, moi je veux jouer avec son avatar aussi, mais de manière différente, à ce que la personne puisse me parler de comment ça se fait qu'elle s'identifie beaucoup à ça. C'est quoi les qualités de ce personnage? Peut-être les moindres qualités. Et puis qu'est-ce qui la motive à adhérer tellement à cette personnalité-là qu'elle veut épouser? Et elle peut être guerrière, elle peut être guérisseuse, elle peut être leader, elle peut être un juge, c'est intéressant de rentrer dans leur monde parce que c'est de cette façon qu'on peut mieux les toucher, mais pour les ramener à la réalité du face-à-face. Parce que c'est important qu'ils réalisent que s'ils font moins de sport ou moins d'activités à l'extérieur, ils sont moins dehors, c'est pas un bon indice, là. Faut dire ce qu'il en est, là. C'est pas un bon indice. Il faut rester connecté à cette réalité de la vraie vie. Parce que les écrans, c'est juste quelque chose qui nous entoure. Mais si ça devient toute la vie, on a un problème. Et c'est ce que les jeunes peuvent malheureusement expérimenter. Et il faut donc travailler à ce qu'ils investissent moins de temps là, un peu plus de temps ailleurs, graduellement, sans passer par le noir et blanc. Là, c'est interdit, vous pouvez pas. Ça marche. C'est pas une approche. Là. Donc, il faut essayer. Ils vont vouloir en avoir plus à ce moment-là. Voilà, le fruit interdit. Il faut prendre le temps d'écouter, voir les préoccupations. Qu'est-ce qui motive les jeunes à vouloir faire ce qu'ils font? Et à partir de là, on peut mieux les accompagner.
Est-ce que vous comptez être encore présent dans ce milieu-là pour faire des conférences là-dessus? Oui, absolument, oui. Je trouve que d'abord, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est même une passion pour moi, travailler avec les familles et tout, je trouve, parce que ça peut avoir un effet extrêmement important dans le restant dans le parcours de la vie de famille. Hein. Si les parents s'impliquent tôt, hein, ceux qui sont impliqués dans ce processus thérapeutique deviennent aussi des acteurs importants par la suite et deviennent aussi des acteurs de prévention parce qu'ils ont participé à l'acquisition de connaissances et d'informations pertinentes par la suite. Donc, ils deviennent elles-mêmes, ces parents qui sont impliqués, deviennent par la suite des acteurs et actrices de prévention. Donc oui, c'était un beau défi chaque fois parce que on ne sait pas avec quel type de famille on est, etc. et tout, mais c'est toujours un défi pour moi d'essayer de m'ajuster et d'apprendre un peu sur les côtés familial, social et clinique aussi, parce qu'on a des outils quand même. On est formé en thérapie pour pouvoir mieux accompagner les familles et également outiller les intervenants pour qu'ils puissent à leur tour agir et leur donner des moyens pour se sentir compétents dans ce qu'ils font. Alors, merci beaucoup de votre passage dans la Matapédia. On est très fiers de vous avoir avec nous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Madame Simard, vous êtes de la Confédération des organismes familiaux du Québec. C'est un organisme national qui est ici dans la Matapédia. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de toute l'organisation qui s'est faite ici? C'est magnifique. Oui, je suis à la Confédération. Je suis un organisme national qui sert à représenter les nombreux organismes communautaires familles qui sont sur le terrain à la grandeur du Québec. Et la Matapédia, je dois vous dire, pour avoir travaillé sur le projet, grâce à la collaboration aussi de la CDC, de la Matapédia, Cosmos, on a travaillé sur un projet. On est parti d'une idée, d'un besoin. Dans le plan d'action de Cosmos, il y avait la cyberdépendance. À la COFAC, on a organisé un colloque national. Il y a 2 personnes de la région ici qui sont venues à Trois-Rivières l'an dernier. Ils ont réseauté avec le lac Saint-Jean qui était là aussi. Il y avait des gens du lac Saint-Jean qui étaient là. Ils ont pris les outils, ils les ont adaptés pour la Matapédia. Et quand j'ai dit, ben j'aurais Dr Amnon qui pourrait venir faire une conférence, ben ils ont sauté sur l'occasion, comme on dit, et ils ont mobilisé la région. Donc, le groupe de Cosmos a fait un travail magnifique. Et pour nous, les organismes nationaux qui n'avons pas les pieds sur le terrain, il faut travailler avec des gens mobilisés de cette façon-là. De cette façon-là, ils ont trouvé leurs idées. En fait, je n'ai fait qu'amener un professionnel qui arrive avec un beau bagage d'expérience. Le docteur Amnon, avec son expérience, avec son travail, sa recherche, il est capable de parler aux familles. Et c'est un de ces avantages-là de ce spécialiste-là, il parle aux familles étant thérapeute. Alors quand Mme Raymond, pour ne pas la nommer, m'a dit on va faire ça dans les écoles en après-midi, en soirée un 5 à 7, un 6 à 8 avec les parents et le vendredi avec les intervenants, c'est vraiment intéressant au niveau intellectuel parce qu'on touche tout le monde dans un réseau, sur un territoire donné, avec un même discours. On est en 2018, on va dire la même chose à tout le monde, adapté. Donc, parler aux parents, parler aux intervenants qui interviennent auprès des parents, qui interviennent auprès des jeunes et pour régler la cyberdépendance. Et comment réconforter des parents, j'en suis, comment réconforter des parents avec une nouvelle dynamique de la cyberdépendance. C'est quoi la cyberdépendance, premièrement? Et ensuite, à quel moment et comment est-ce que tout le monde ensemble, on peut intervenir? Les professeurs d'école, les intervenants dans le système de santé, les parents, les amis, c'est magnifique. Alors, on a une belle expérience dans la Matapédia et c'est vraiment une belle expérience pour la COFAC. Expérience que je vais vouloir mettre sur papier, les recettes gagnantes et essayer d'en parler au ministre de la Famille et à la ministre des Services sociaux pour dire voici un bel exemple. Quand on soutient la concertation sur un territoire, on soutient vraiment le milieu dans son ensemble. Est-ce que c'est un modèle que vous espérez copier ailleurs dans d'autres régions?
Je ne copie rien, non, je n'ai pas cette volonté-là. J'ai l'espérance de trouver des cosmos partout au Québec, et je pense qu'il y en a partout au Québec. En Outaouais, en Estrie, dans les Laurentides, dans les... Vous savez, les familles, elles ont appris à se débrouiller, elles ont appris à se collectiviser, à se mettre ensemble. Le communautaire et la réaction des familles, des gens d'une communauté de se mettre ensemble pour trouver des solutions aux problématiques. Quand les problématiques arrivent, ça prend un certain temps avant de s'adapter, ça prend un certain temps avant de comprendre. Et la Matapédia est actuellement sur le dossier de la cyberdépendance. Il y aura d'autres problématiques. Je vais me promener à travers le Québec, dans d'autres territoires avec la cyberdépendance, mais je pourrais aussi me promener avec d'autres enjeux, que ce soit l'accompagnement des familles. Alors, c'est vraiment... on ne refera pas la recette de la Matapédia, mais reconnaissons que vous avez une très belle recette. Alors, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci. Le 12 mai prochain, vous êtes conviés à une soirée bénéfice au profit du Centre de femmes de la Vallée et c'est les Chevaliers de Colomb qui l'organisent. Et ce sera le Cowboy des îles qui sera là pour vous. Alors, nous en discutons avec Marc-André Jalbert et Nancy Bérubé. Monsieur Jalbert, on est ici pour parler d'une soirée bénéfice que vous faites depuis 7 ans, mais les 6 dernières années, c'était pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Mais cette année, vous avez décidé de vous associer avec le Centre de femmes de la Vallée. Dites-moi pourquoi. Ben, c'est qu'il y avait deux personnes que je connaissais qui avaient eu besoin du centre. Fait que, puis mon ami Ronald Poirier, lui, ça le touchait aussi. Fait qu'on a décidé d'embarquer dans une soirée de financement. Ronald nous offre une soirée gratuite, une musique gratuite de sa part. Fait que, on remercie. Mieux connu sous le nom de Cowboy des îles. Ouais. Le cowboy, oui. Oui, Ronald il est connu beaucoup, puis très généreux de sa part là, de participer avec nous autres là, dans cette aventure qu'on répète cette année. On sollicite nos marchands pour de nombreux prix de présence pour attirer les gens lors de la soirée. Aussi, on va avoir une vente de billets 2 journées, là, le 3 et le 4 mai, au magasin Métro, supermarché Métro. Fait qu'on espère amasser beaucoup de sous avec ça. On va avoir des tirages. Fait qu'on remercie à l'avance les gens qui vont vouloir nous encourager dans cet événement que nous faisons pour les femmes de la vallée. Faut remercier tous ceux qui travaillent au centre de femmes parce que c'est un besoin, puis il faut les aider dans leurs tâches parce qu'il y a un besoin, puis ça prend des gens pour s'occuper de ces madames-là. Vous parlez surtout des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Oui, il y a violence conjugale, puis il y a dépression. Tu sais, ils vont supporter beaucoup de cas, mais c'est au niveau féminin. Mais ça prend du monde pour s'occuper de travailler avec ces gens-là. C'est un support moral et support... fait que moi, j'encourage beaucoup ces femmes. Là. Je connais des travaillantes et je connais des personnes qui ont passé par ces étapes-là. Fait que c'est pour ça qu'on était touchés un peu pour cette activité-là cette année. On a se tasser de la soirée du cancer pour faire celle des femmes de la vallée cette année. Là. On ne dit pas qu'on ne reviendra pas au cancer, mais cette année, c'est ce point-là qui nous touche. Là. Et vous amassez beaucoup habituellement avec des soirées bénéfices comme ça. Oui, on a une année, entre autres, on avait amassé jusqu'à 2500. Là. Fait que c'est quand même des bonnes sommes pour une petite région comme la nôtre. Fait que je remercie encore toute la population qui nous encourage dans cet événement-là qu'on répète année après année. Là. Et j'imagine que tous les membres des Chevaliers de Colomb ont des billets à vendre aussi personnellement. Oui, il va en avoir à la salle. On a des vendeurs qui vont être attitrés. Là. Puis aussi, le Centre des femmes vont contribuer avec nous. Ronald il va travailler avec nous là-dessus. On a un bon petit réseau de vendeurs. Là. On rappelle la date et le prix des billets. Le prix des billets, c'est 15 $ pré-vente et 20 $ à la porte. Cette soirée a lieu le 12 de mai. La date coïncide avec la fin de semaine de la Fête des mères. Une activité pour les femmes, Fête des mères. Fait qu'on espère avoir beaucoup d'encouragement et que les messieurs vont contribuer beaucoup avec nous aussi.
C'est une très bonne idée. Et puis, justement, on va aller parler avec Nancy, qui est touchée par ça, parce que c'est la coordonnatrice du Centre de femmes. Oui, Nancy, coordonnatrice, et c'est elle qui va être notre présidente d'honneur pour cette soirée-là. Alors, merci beaucoup. De rien. Nancy, cette année, pour leur soirée bénéfice, les Chevaliers de Colomb vous ont approché, le Centre de femmes. Dites-moi pourquoi exactement? Ils regardaient sur le territoire quel organisme ils pouvaient aider cette année, puis ils nous ont ciblés pour le travail qu'on fait concernant les violences faites aux femmes. Et finalement, c'est vraiment le volet qui les a interpellés. Donc, ils nous ont lâché un petit coup de fil, ils sont venus nous rencontrer et le conseil d'administration trouvait que c'était une excellente idée pour sensibiliser puis informer la population sur les violences faites aux femmes, puis les ressources qui existent aussi, pas seulement le Centre de femmes, mais les autres ressources qui existent dans le milieu aussi. Et qu'est-ce que ça te demande comme implication du Centre de femmes de s'unir aux Chevaliers de Colomb? En fait, les 3 et 4 mai, il va y avoir une vente de billets pour le tirage de bons d'achat. Chez Métro. Donc là, nos bénévoles sont à main-d'œuvre avec les bénévoles des Chevaliers de Colomb pour faire ces 2 journées de vente-là. Et le 12 mai, la soirée, parce que c'est essentiellement une soirée bénéfice, une soirée dansante. Durant la soirée, on va expliquer qu'est-ce que le Centre de femmes, c'est quoi notre rôle dans la communauté, de quelle façon est-ce qu'on accompagne les femmes qui vivent des épisodes de violence, peu importe la sorte de violence, et aussi les autres organismes qui peuvent venir en aide aussi aux hommes, aux familles dans la Matapédia. Alors, c'est une belle chance pour le Centre de femmes de pouvoir développer certains projets, peut-être? En fait, le Centre de femmes est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux et c'est jamais le montant total dont on a besoin pour fonctionner qu'on reçoit du ministère. Donc, c'est sûr que les argents supplémentaires qu'on reçoit, ça nous permet de soit favoriser la gratuité ou proposer des activités à faible coût aux femmes ou encore, effectivement, on a une tournée des municipalités à venir là, à l'automne. Ça va nous permettre de faire cette activité-là avec un peu d'air dans les coffres, effectivement. Alors, on va sûrement rencontrer certaines membres du Centre de femmes lors de cette soirée bénéfice, ce qui est le 12 mai. Hein? Oui, c'est ça. C'est le samedi 12 mai à 20h. Les billets sont déjà en pré-vente présentement 15 Ils seront 20 à l'entrée. C'est une soirée bénéfice. Les places sont limitées, mais il y a vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on a du fun là aussi là, à travers nos expériences au Centre de femmes. C'est pas que sérieux. La vie, c'est complexe. Hein? Il y a autant de plaisir que d'autres choses. Donc, venez vous amuser avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous dire c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis d'avoir juste du fun dans la soirée du 12 mai. Une belle invitation. Merci, Nancy. Merci. Nous venons tout juste de parler de la soirée bénéfice organisée par les Chevaliers de Colomb pour le Centre de femmes de la Vallée. Eh bien, maintenant, nous allons discuter à l'intérieur du Centre de femmes avec Nancy Bérubé parce qu'elle va bientôt quitter son poste et elle souhaite évidemment trouver la perle rare pour la remplacer. Nancy, on se retrouve maintenant dans ton milieu, ici, au Centre de femmes. Ça fait 7 ans que tu es ici, mais là, c'est un départ pour toi. Parle-moi un peu de ton expérience que tu as eue ici. Pour moi, c'est un retour. Hein. J'ai eu une première vie ici avant. J'étais agente de projet, ce qu'on pourrait aussi appeler agente sociopolitique, là, dans le fond, mais j'ai aussi fait de l'animation, j'ai été chargée de projet, mais vraiment, devenir coordonnatrice du Centre de femmes, c'est, écoute, je pense que dans ma première vie ici, je l'avais déjà nommé, que si je revenais, c'était au poste de coordination. Donc, j'ai été cohérente, je l'ai fait. Te parler de mon expérience, hey, c'est gros ce temps, c'est beaucoup de choses ce temps. C'est une expérience de vie, je te dirais, une expérience humaine assez exceptionnelle. C'est un privilège d'accompagner une organisation comme celle-là. C'est pas rien, là, le Centre de femmes. Là. Je sais que j'ai un billet, mais je suis consciente. Mais c'est pas rien. C'est vraiment de favoriser
un lieu sécuritaire pour la prise de parole des femmes. Il y a des femmes qui rentrent ici qu'elles n'ont jamais osé se dire, osé se nommer. Et c'est souvent le premier lieu où elles osent le faire devant d'autres femmes. Et c'est ça la beauté du Centre de femmes, dans le fond. Alors nous, on est le lieu de découverte ou de redécouverte pour certaines femmes. C'est vraiment une expérience humaine extraordinaire, ouais. Et qu'est-ce que ça demande comme capacité? Parce que là, on sait que vous êtes à la recherche d'une autre perle rare pour pouvoir te remplacer. Qu'est-ce que ça demande comme qualité humaine? Ah ben une capacité d'adaptation assez incroyable, là. Mais ça, on doit toute la pratiquer de toute façon, hein, au fil des jours, notre capacité d'adaptation. Je pense, il faut aimer profondément les femmes quand on travaille ici, c'est sûr. Croire en leur potentiel, croire que la moitié de l'humanité, ben, elle a des compétences. La moitié de l'humanité est en droit de revendiquer son état humain, hein. Ça non plus, c'est pas rien. Malheureusement, on doit encore faire ça en 2018. Oui, on a des belles avancées au Québec, on ne doit jamais nier ça. C'est vrai, on est avant-gardiste là, par rapport à plusieurs pays dans le monde. Ben, ça ne veut pas dire s'asseoir sur ses lauriers quand même. Parce qu'on l'a vu l'automne passé avec hashtag moi aussi. Ben malheureusement, c'est majoritairement des femmes encore qui se font agresser. C'est majoritairement des hommes qui se pensent en droit d'avoir ce qu'ils veulent sexuellement ou physiquement ou bon, peu importe. Donc ça, faut y croire profondément. Donc, il faut avoir un biais féministe pour venir travailler ici. Sinon, je vous dirais que ben c'est sûr qu'il faut faire la gestion quotidienne. Ça veut dire s'assurer que le conseil d'administration a les bonnes informations pour prendre la meilleure décision possible dans le contexte actuel. Parce qu'avec du recul, des fois, on se dit « Ah, j'aurais fait des choses différemment. » Oui, parce que tu as pris du recul, mais au moment où la décision a été prise, c'était la meilleure décision à prendre avec les informations qu'il y avait au moment où on a pris la décision. Je dis « on », là, je m'exclus parce que le conseil d'administration, c'est vraiment l'entité administrative du Centre de femmes. Il faut avoir un bel esprit d'équipe, aimer travailler avec l'équipe de travail, avec les gens, avec les femmes, avec les bénévoles. On a énormément de femmes ici qui font du bénévolat et heureusement qu'elles sont là parce que le Centre de femmes ne pourrait pas être ce qu'il est sans ces bénévoles-là. Je leur lève mon chapeau, je leur dis merci d'être là. Elles sont présentes là, dans toutes les sphères des activités du Centre de femmes. Puis ça, c'est tellement précieux. Là. Il faut savoir là, garder ce bijou-là, le polir, continuer à le travailler. C'est très important. Je pense qu'au niveau humain, il faut juste aimer le monde, finalement. C'est ça. Et qu'est-ce que tu souhaites pour le Centre de femmes en terminant, mettons? Oh, ça, c'est une grande, grande question. Bien, depuis 7 ans, bientôt 7 ans et demi, hein, on travaille de plus en plus avec la communauté. Hein. On a les rendez-vous Bouffez-nous, qui est un rendez-vous, c'était la 4e édition la semaine passée, qui se fait avec d'autres organismes du milieu. Il y a le 8 mars, hein, le collectif du 8 mars, là, qui regroupe aussi des organisations, mais aussi des citoyennes. Alors, on se donne un rendez-vous annuel. Moi, je souhaite que les femmes investissent encore davantage le Centre de femmes pour favoriser son ouverture encore plus profonde dans la vallée de la Matapédia. Mais pour ça, ben c'est sûr que la question financière, c'est un grand enjeu. C'est évident. Hein? On l'a vu tantôt. Merci aux Chevaliers de Colomb. Quand même, mais c'est des alliances comme celle-là qui vont favoriser l'ancrage encore plus profondément du Centre de femmes dans la vallée de la Matapédia. Donc, j'y souhaite une belle lancée, une belle continuité, puis aller au-delà de ce qui s'est fait à venir jusqu'à maintenant. Mais je suis vraiment pas inquiète. Et puis, ben, la perle rare qui va pouvoir occuper ce poste, eh bien, elle a jusqu'au 4 mai pour pouvoir présenter sa candidature. Oui, la période de mise en candidature se termine le 4 mai prochain, donc c'est vendredi, c'est très, très bientôt. Et on espère une entrée en poste la dernière semaine, là, le 28 mai. Donc, ça vient rapidement, mais je pense que tout est possible. Et puis, ça va me faire vraiment plaisir de rester avec elle un petit moment aussi là, pour le transfert des dossiers, puis apprivoiser toute l'organisation.
Et est-ce qu'on peut te demander où va-t-on te retrouver? Je reste dans la vallée. Je reste ici. Je reste ici, puis je vais continuer à faire œuvre utile là, dans ma belle vallée de la Matapédia. Vous ne me trouverez pas si loin non plus en défense des droits collectifs individuels, mais avec un autre chapeau, avec un autre titre aussi. Donc, c'est ça, c'est comme trop tôt encore pour affirmer haut et fort qu'est-ce que je vais faire. Mais je continue à faire œuvre utile dans la collectivité, ça, c'est sûr. Alors, merci beaucoup, Nancy. Merci à toi. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, la TVC, puis toutes les autres organisations de la vallée, là. On est vraiment chanceux. Dans le cadre d'un stage pour l'épreuve synthèse du programme de sciences humaines, les finissants et finissantes se sont plongés dans la réalité des personnes sans-abri de Montréal. Voici 3 d'entre eux et leur enseignante. Vous venez de vivre un stage à Montréal pour expérimenter sur le terrain qu'est-ce que c'est que l'itinérance. Pouvez-vous m'expliquer un peu si c'est dans le cadre de quel cours vous avez fait ça? Bien, on a fait ça dans le cours de démarche d'intégration des acquis. C'est un cours global qui comprend un peu tous les cours qu'on a faits sur les différentes matières. Puis, on avait des questions de stage à faire, puis on avait une question à traiter sur un sujet. Puis nous, on a choisi l'itinérance, puis c'est ça. C'était une décision du groupe en entier d'aller vers l'itinérance, puis vous aviez des sujets plus pointus. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on avait l'observation en itinérance, puis par rapport à ça, en DEA, qui est le cours qu'il a nommé, bien, on avait des questions par rapport à notre intérêt qu'on allait chercher. Fait que par rapport à ça, on allait chercher une collecte de données. Puis comme toi, c'était sur l'économie, moi, c'était un peu plus sur la santé mentale. Fait que, tu sais, on visitait les organismes, puis c'est là où on pouvait un peu plus poser des questions pointues. Fait que là, ils nous répondaient parce que c'est eux qui sont en contact tous les jours avec ces personnes-là. Parce que, tu sais, les itinérants, c'est plus difficile de leur poser les vraies questions parce que c'est un peu plus un sujet sensible. Par exemple, tu sais, j'arriverais pas avec quelqu'un puis dire « Ah, t'as un problème de santé mentale? » Tu sais, ça passe moins bien. Oui, un petit peu. Est-ce que vous avez été marqué, probablement changé, en fait, en dedans, suite à cette expérience-là? Avez-vous un moment marquant qui a fait « Oh mon Dieu, là, ça vient de changer toute ma vision de l'itinérance? » Bien, je sais pas s'il y a un moment marquant qui me dit OK, ça, j'ai changé. Mais c'est sûr que le voyage au complet, l'expérience, a vraiment fait en sorte qu'on est ressorti de là un peu changé. Moi, un des aspects qui m'a marqué, c'est l'itinérance autochtone, du fait que les Autochtones, c'est vraiment une problématique à part. Puis, tu sais, les problèmes de drogue, on le savait. Problèmes de santé mentale, on s'en doutait. Mais ce qui m'a un peu surpris, c'est vraiment l'aspect d'itinérance autochtone qui était vraiment un point spécifique. Ils ont des défis différents des autres. Ouais. C'est vraiment un traumatisme générationnel où ça se perpétue de génération en génération. Puis c'est là que d'enfant, tu sais, l'enfant n'a pas eu nécessairement... Il y a eu l'éducation que ses parents lui ont montrée, mais c'est l'éducation que leurs parents leur ont montrée. Puis tu sais, ça remonte toujours à l'institution des pensionnats puis tout ça. Donc, ça paraît un peu fou dit comme ça, mais tu sais, c'est des peuples qui sont extrêmement... qui ont extrêmement de souffrance par rapport à ça. Puis, c'est difficile même encore aujourd'hui d'en parler, là. Ils ont vécu des horreurs. Des traumatismes. Puis... Les parents coupés d'enfants, puis les enfants revenaient à la maison après des mois, puis ils ne reconnaissent plus nécessairement les traditions de leur famille. Les enfants ne reconnaissent plus leurs parents, les parents ne reconnaissent plus leurs enfants. Ça a changé le monde. Ils ont été changés beaucoup, là. Est-ce que ce stage-là a fait changer votre choix de carrière pour le futur? Est-ce que vous avez un plan? Vous en allez vers quoi, vous deux? Bien, j'ai pas changé mon plan de carrière. Okay. Moi, je veux m'en aller en administration des affaires, puis j'avais prévu aller en finance. Puis en fait, je veux encore m'en aller en finance. Mais j'ai un peu changé mon minding, puis je me dis que s'il y a une façon que je pourrais peut-être aider des gens dans le besoin, bien ça serait peut-être un moyen d'y arriver. Puis, tu sais, avec des compétences spéciales comme planificateur financier, mais ça serait peut-être un moyen d'aider des gens dans le besoin, des gens qui sont pas capables de gérer leur argent, ou tu sais, juste c'est dur de gérer l'argent des itinérants, ils en ont comme pas vraiment. Mais
gérer des familles qui sont vraiment précaires côté financier, ben ça pourrait être un moyen d'y arriver. Puis je pense que ça m'a un peu donné l'envie d'aider le monde de ma communauté peut-être plus tard, puis ça m'a un peu ouvert les yeux par rapport à ça. Wow. Et toi, Rosalie? Moi, je veux m'en aller en psychologie. Puis rendu là, je sais pas trop ce que je choisis. Là. Mais je dirais que le stage m'a vraiment permis d'axer encore plus. Ça l'a encore plus axé l'intérêt que j'avais pour la relation d'aide, la relation de venir aider quelqu'un, mais de l'écouter parce que c'était vraiment juste ça. Ils veulent être entendus, ils ont des histoires incroyables à raconter. Puis c'est un peu cette idée-là que j'ai beaucoup aimée. Bien, merci beaucoup pour le partage et puis je vous souhaite bonne chance dans votre suite des études. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. L'épreuve finale, l'épreuve de synthèse du programme, on avait à faire une observation sur l'itinérance où on allait récolter plusieurs données par rapport à notre question de stage qu'on avait choisie dans le cours de DIA. Et ça touchait l'itinérance, fait qu'à travers ça, on devait aller chercher des informations pour pouvoir y répondre. On va parler un peu du séjour. On a commencé le séjour avec la première activité qui était samedi, qui était avec SOS Itinérance. C'est un organisme qui vient en aide directement aux gens dans la rue. On a commencé avec une soupe populaire sur la rue Sainte-Catherine, puis on avait amené des bois-tentes, puis des jus, puis des choses comme ça, puis on a distribué la nourriture aux gens dans la rue. Ils faisaient une petite file, puis nous, on donnait ça. Ça a été un peu la première expérience vraiment qu'on a vécue avec le premier contact direct, parce qu'on n'avait pas vraiment vu de clientèle d'itinérance, puis ça nous a permis un peu de casser la glace parce que c'est sûr qu'on était arrivé avec des préjugés puis tout ça, puis faire cette activité-là en premier, ben ça nous a permis vraiment de casser la glace selon moi, là, puis je pense que de plus facilement les approcher par après. Ça a été bénéfique un peu pour tout le monde, cette activité-là qu'on a faite, puis c'était vraiment intéressant. On a rencontré du monde full intéressant, dont François. On a rentré en contact avec une certaine sécurité aussi parce que, tu sais, c'est pas directement nous qui allons trouver dans la rue les personnes, tu sais, c'était comme dans le cadre d'un organisme, fait que c'était plus sécurisant pour tout le monde, je pense. Les intervenants qui étaient là, puis qui nous encadraient un peu, on a rencontré du monde qui était à la rue avant, puis qui venait faire leur bonne action, puis qui venait dans l'organisme. Il y avait du monde qui était encore à la rue, qui venait juste jaser. Il y avait des anciens qui étaient à la rue. Il y en avait un, justement, François, qui nous a beaucoup marqué. Ben, lui était à la rue, il a perdu ses doigts, il a réussi à sortir de la rue, puis il venait faire son social, il venait parler parce qu'il connaissait tout le monde qui était dans le fil, finalement. Il a déjà été ami avec toutes ces personnes-là, fait que dans le fond, il y a quand même un petit lien avec tout le monde qui côtoie encore aujourd'hui dans ces organismes. On passe quand même 8 jours à Montréal où ça implique logement, repas, puis et toujours dans un objectif d'offrir une opportunité complètement différente pour les étudiants, qui est une expérience terrain. Donc, je sais qu'ils ont appris des choses d'un point de vue intellectuel, mais je suis convaincue aussi qu'ils ont appris d'un point de vue personnel. Le avant et après est super important. Moi, je le vis depuis 3 ans avec eux autres. Donc, le avant, j'ai peur, comment on l'aborde, comment on fait, et le après en disant, je vois ça différemment maintenant. Puis ça change aussi les visions par rapport à des objectifs futurs personnels et professionnels. Nous sommes à Saint-Damas, devant le centre communautaire qui a été refait de A à Z. Et vous avez la chance d'avoir une visite virtuelle avec le maire Jean-Marc Dumont. Vous avez de quoi être fier de votre municipalité avec une toute nouvelle salle ici. Ça a été rénové de A à Z. Qui est rénové. Ça a été remplacé plutôt. On a mis l'autre à terre. Premièrement, on vous dit bienvenue dans la nouvelle salle communautaire de Saint-Damas. On est heureux de vous voir. Oui, le cas, c'est que notre autre salle commençait à être dangereuse. Elle avait été construite en 1953, il y a bien des années, dans le temps où c'est que les gens ne se cassaient pas trop la tête avec des plans, puis à savoir si c'est sécuritaire ou non. Fait que, avec les années, elle a fait quand même un bon règne. Avec les années, là, les murs commençaient à plier dû au poids de la toiture. Puis, ça
Ça commence à être dangereux. Ça commence à être dangereux. À tous les années, on faisait passer un ingénieur sur la salle pour évaluer, voir s'il y a eu des changements d'année en année. Puis, en fait, compte, là, on avait fait des représentations auprès du gouvernement afin d'essayer d'avoir du financement. Puis, l'année passée, ils ont accepté de donner du financement à l'ordre de 65 du coût normal de la bâtisse. Vous étiez prêt parce que vous aviez déjà de l'argent en coffre. Oui, nous, avec le projet du parc éolien, ce qui nous a emmené de l'argent qu'on a pu mettre de côté, ça a bien été. On a construit, c'est une bâtisse quand même, près de 1,7 million. Puis, il reste encore quelques petits jobs à faire, mais ça, c'est normal, des jobs d'été. Mais nous, la municipalité, il ne nous reste pas grand-chose à payer dessus. Là. Ça va être qui va dépendre de la municipalité elle-même. On avait de l'argent de côté pour bâtir, plus la subvention gouvernementale. Fait que ici, vous êtes dans le hall avec des toilettes pour hommes, pour femmes. Même les toilettes pour hommes, il y a une douche d'incorporer si des fois la salle devrait servir pour héberger du monde, ce qui est normal. Puis, ici, dans l'entrée, il va y avoir à l'automne une œuvre d'art qui est fabriquée par un artiste régional. Ça, c'était obligatoire. Ça venait avec la subvention. Ça vient avec la subvention, mais on est bien content. On est bien fiers de pouvoir mettre quelque chose sur ce mur-là pour accueillir le monde. C'est une surprise. On ne peut pas encore nommer qui. On ne peut pas encore parce que, selon la réglementation là-dessus, c'est que il y a des conditions avant de donner le nom de l'artiste qui peut faire ça, et on n'est pas encore rendu là. Mais ça s'en vient. Ici, en arrière de moi, vous avez le lève-personne, l'élévateur, qui va aider à faire descendre au sous-sol, surtout puis remonter du sous-sol les gens qui sont transportés par chaise roulante. La raison très simple, c'est qu'à l'extérieur, vous avez sûrement remarqué, le terrain va en descendant. Et étant donné que le terrain va en descendant, et surtout l'hiver, comment tu vois quelqu'un descendre là-dedans en chaise roulante, même ceux qui sont à pied, quelqu'un surtout ceux qui sont du club des 50 ans et plus. Fait qu'on a fait installer le système, ceux qui rentrent au niveau du rez-de-chaussée et ils descendent soit par le lève-personne ou par l'escalier. On continue la visite? Oui. OK. Ici, c'est l'entrée de notre salle principale. Bon, vous avez ici à la droite ce qui est le bar. Un bar complet, là, avec un mur amovible. On aurait pu l'ouvrir pour montrer qu'est-ce que ça donne, mais c'est un mur amovible. Si ce n'est pas employé dans une occasion que la salle est louée, on le laisse fermer, même barré. Du côté des sites, c'est la cuisine moderne, où on peut recevoir les gens de la paroisse ou même les gens de l'extérieur pour des déjeuners. Ici, à Saint-Damas, il y a plusieurs déjeuners dans une année. Presque tous les clubs se servent de ce système-là pour être capable de se faire des fonds. Un déjeuner, un dimanche matin, là, ça se remplit, puis c'est avec ça qu'ils vont chercher des fonds. On a à l'arrière une entrée spécifique pour la cuisine. Si des fois, je ne sais pas moi, c'est un traiteur qui vient faire le déjeuner, bien, il peut rentrer son matériel par l'entrée et il y a un endroit aussi pour serrer du matériel. Et l'on continue. Bien entendu, c'est la salle elle-même. Il peut rentrer, elle est arrêtée pour 150 personnes. Mais d'après moi, au besoin, on pourrait y aller jusqu'à peut-être 200 personnes. Elle est grande. Toutes les chaises aussi ont été remplacées. Oui, ça, on a commandé 200 chaises qui sont rentrées. Celles qu'on avait avant, ils vont servir au sous-sol, parce que dans l'autre salle, on avait qu'un petit coin de sous-sol qui était là où c'est que les loisirs, où c'est qu'on recevait le monde pour la patinoire. Là, par contre, là, aujourd'hui, on a un sous-sol à grandeur. Je vais aller vous montrer ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'éclairage normal, il y a beaucoup de fenestration au niveau de la salle, ce qui fait que c'est clair comparativement avant. À l'arrière, vous avez une unité pour les gens. Si on a des pièces de théâtre qui peuvent se changer ou se préparer. Là, vous allez peut-être dire, pas de théâtre, comment ils peuvent faire une pièce de théâtre? Bien, je vais vous en montrer un théâtre. Oui. Ici, c'est justement ce que je disais, c'est que vous
on sert ici notre théâtre, un théâtre amovible. Excusez, chez Weirdo. C'est toutes des je dirais des palettes qui s'ajustent l'un dans l'autre et qui peuvent faire une chaîne pour faire de théâtre, qui sont à peu près à 3 pieds au-dessus du niveau du sol. Si on n'a pas besoin, on les sert ici, puis comme ça nous fait beaucoup plus de place. En même temps, c'est là qu'on met nos tables et nos équipements pour opérer notre salle. Dans ce coin-là, c'est tout simplement là où c'est qu'on va connecter les microphones, les systèmes qu'on a besoin pour être capable de faire, je sais pas moi, du théâtre ou encore faire des présentations. Parce que là, la scène va venir ici, là, entre les deux portes. Ça, c'est une porte de sortie d'urgence. Il y a un escalier d'ailleurs à l'extérieur. On peut peut-être descendre au sous-sol, mais juste à l'extérieur, vous avez une seconde porte dans le mur où est entreposé notre défibrillateur ici à Saint-Damas. C'est une porte qui n'est pas barrée, pas celle-là, mais celle de l'extérieur, la petite porte, parce que tout le monde a le droit de venir chercher ça au besoin. OK? Ici, c'est complet. Les toilettes sont complètes. Il y a plusieurs endroits pour quand ils ont des besoins à combler. Du côté des femmes, c'est semblable. Ici, c'est toujours notre la personne qui descend de haut en bas. Bon, disons qu'on n'ira pas à l'intérieur. C'est la chambre électrique avec toute la mécanique du système. Ici, c'est le local qui est réservé au club des 50 ans et plus, puis ainsi qu'au club des fermières. C'est un local habité. Et en plus, on a un mur amovible qui ferme la cuisine avec le local. Parce que de l'autre côté, il y a des salles qui sont allouées. Fait que si des fois quelqu'un veut servir un repas à un certain nombre de personnes, on peut barrer le côté cuisine, ils peuvent employer la cuisine pour pouvoir faire leur repas et le servir de l'autre côté. Puis en temps normal, quand c'est le club des 50 ans et plus qui sont ici, bien, ils peuvent le tenir ouvert, tout simplement. Bien entendu, chacun de ces locaux-là, ils ont un très grand placard où c'est qu'ils peuvent mettre le matériel. On continue. Là, il y a 2 portes. Celle-là, de ce qui est déboré. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est encore une autre porte où c'est que le monde peut entrer par là, et c'est surtout pour question de sécurité, ils peuvent sortir par là. Et de ce côté-là, c'est un placard. Bon, ici, c'est nos salles à louer. C'est que vous avez un mur amovible ici. On peut faire 2 salles séparées. Une salle ici et une salle là. Si le mur est pas sorti de son placard, ça fait une grande salle qui peut accueillir à peu près 60 personnes. Ça fait que ça, c'est à louer. Si les gens veulent venir faire des réceptions, des réceptions de famille. C'est pour ça qu'il y a 2 portes. Une porte, si des fois les 2 salles sont louées à part. Jusqu'à l'heure actuelle, c'était surtout nos clubs qui en ont utilisé des fois parce qu'ils ont une réunion et ils louaient depuis à peu près un mois qu'on peut l'habiter, la salle. Si on continue, ici c'est la salle, on pourrait dire, du club des loisirs pour la patinoire et tout. Si on approche, vous allez voir que la patinoire est juste là à côté. Puis anciennement, dans l'autre salle, c'était comme ça aussi. C'était un local, juste un local au sous-sol qui faisait l'endroit où c'est que les jeunes, les moins jeunes pouvaient venir mettre le patin. Par contre, c'était très limité parce que le sous-sol n'était pas creusé là-bas. Maintenant, là, ça va être le local. Il va y avoir une table de poule là. Il y a les toilettes pour accès. Et ici, au plancher, c'est un tapis de caoutchouc pour qu'ils peuvent se promener en patin. Oui. Bien entendu, il y a un endroit où c'est qu'il va y avoir un surveillant, puis en même temps, bien, il peut vendre des collations. Des collations, exactement. C'est fait pour ça. Puis on a une belle visibilité à l'extérieur. On peut surveiller les jeunes.
C'est exactement le pourquoi que c'est comme ça. Ah, c'est vraiment bien. Les bancs sont là pour que les jeunes qui veulent enlever, en mettre le patin ou les enlever. Il y a des placards encore là pour le service. Ah, une chose que je ne vous ai pas montrée. On est bien fiers de ça. On n'avait jamais eu ça. Bien, t'as entendu, une patinoire dit qu'il faut que tu l'arroses. Ça fait qu'on a même un dévidoir qui est collecté sur l'eau de l'aqueduc pour être capable d'aller arroser notre patinoire. Avant ça, on traînait les hausses. Quand j'étais jeune, j'en ai tiré souvent la hausse ici. Là, aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus moderne. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, vraiment un bel investissement. On voit que c'est moderne, même la décoration. Là, c'est... Ah oui. On est bien fiers de notre salle. On se vante d'avoir une des plus belles salles de la Matapédia. Oui, vous pouvez. Alors, si on veut pouvoir profiter de cette belle salle, de tous les locaux là, qui sont disponibles, quel numéro on doit vous rejoindre? Très facile, vous rejoignez notre directeur général qui est Joël Charret au numéro 418-776-5103. Puis c'est le poste 1. Alors, merci beaucoup pour cette belle visite. Ça fut très intéressant. Merci. Merci à vous aussi de vous être déplacé. Nous allons maintenant pénétrer dans la salle de quilles Quilles-Vallée d'Amqui où de nombreux jeunes nous attendent et une matapédienne fort généreuse de son temps. Joanne, parle-moi de ta belle initiative que tu as eue pour le salon de quilles de la vallée d'Amqui. Je pense que les quilles, ils faisaient pitié un peu, puis ça prenait l'initiative de quelqu'un pour pouvoir y remédier. Bien, moi, j'ai voulu donner un coup de main au salon de quilles de la vallée parce que je trouve qu'ils travaillent très fort pour que le salon continue de fonctionner, mais il faut leur donner les outils. Les outils, des fois, là, ils brisent. Puis là, on est dû parce qu'ils ont 3 ans. Puis des quilles, bien, ça a une fin comme tout. Fait que moi, j'ai décidé que j'ai demandé comment ça me coûtait pour changer une quille. On m'a dit 20 $. Fait que donc, j'ai dit aux gars qui étaient là, bien, les gars, moi, je vais vous aider. Je vais ramasser l'argent, puis je suis sûre que cet automne, on a des quilles neuves. Mais ça n'a pas pris... Ça a été pas mal moins long que tu pensais. 6 jours pour ramasser 3200 $ grâce à tout le monde qui m'ont aidé, qui m'ont... j'ai eu de l'aide avec moi, Marjo, tous ceux du salon de quilles m'ont aidé aussi à ma promo. Puis j'ai travaillé fort, fort, fort. Mais 6 jours, j'aurais eu 2 autres allées de plus, puis je l'aurais vendu encore. Mais les gens, ils ont embarqué, puis je leur dis merci. Puis, ce qu'ils ont en retour, c'est qu'ils vont avoir leur nom décrit sur la quille qu'ils ont achetée. Oui, moi, je m'engage. Quand on va recevoir les quilles cet automne, je vais les mettre en crayon feutre. C'est sûr qu'ils ne resteront pas longtemps, mais chaque personne va avoir le nom de leur quille marqué dessus. Ah ben c'est beau de s'investir comme ça généreusement, sans rien demander en retour. Puis toi, tu étais une joueuse de quilles en partant. Avant, oui, mais c'est malheureux. Maintenant, je peux plus jouer aux quilles. Mais j'ai dit, pourquoi pas que je donne pas un petit peu de moi, là, puis j'invite d'autres personnes à faire le même geste que moi, parce qu'ils ont besoin, ils ont des besoins. Puis ils peuvent pas tout le temps demander par eux autres mêmes. C'est nous autres à les aider. Puis moi, j'ai décidé que j'aidais, puis j'aide tout le monde. Bien, merci beaucoup, Joanne, pour le salon de quilles. Merci. Bien, merci. Monsieur Dufour, on est ici pour montrer que la belle jeunesse de la vallée peut venir s'amuser ici. On voit que les jeunes, là, vraiment, ils ont pris à cœur de jouer au quilles. C'est ça. C'est des jeunes du service de garde. Puis régulièrement, durant l'année aussi, on a des écoles du primaire et du secondaire qui viennent jouer. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Est-ce que vous faites des événements spéciaux? Comment ça fonctionne? Bien, disons qu'on s'est organisé pour que les jeunes s'amusent aussi. On a des antidallos pour faciliter le jeu. Puis on a des balles qui sont plus légères aussi pour des 4 livres, des 5 livres, des 6 livres, pour qu'ils soient capables de lancer la boule ici. Et d'autres choses qui s'en viennent aussi prochainement. Il va y avoir un tournoi. Bon, on a notre tournoi de fin de saison qui regroupe, on s'attend d'avoir à peu près 120 joueurs. On demande à chaque équipe de nos ligues de jouer dans ce tournoi-là. C'est au total des 4 joueurs, puis c'est battre sa moyenne. Fait que le coût d'inscription, c'est 20 $.
Il y a 10 piastres, 8 piastres, 7 piastres qui va en bourse, puis 12 piastres pour la salle. Puis on a notre souper bénéfice aussi le 1er juin qui est à la salle L'Âge d'Or. C'est parce qu'on essaie de se ramasser d'argent pour l'été, parce que l'été, on est ouvert seulement 3 soirs semaine, le mardi, le jeudi, le vendredi. Fait qu'il rentre pas mal moins d'argent. Puis les obligations sont là. Fait que... Et le souper bénéfice, c'est quoi qui est au menu? Bon, on a 2 menus, c'est du porc et du poulet, avec une soirée de danse. Le coût, c'est 35 piastres. Fait que les billets sont en vente ici à la salle. Fait que s'il y en a qui désirent se joindre à nous, vous êtes le bienvenu. Alors, on vous souhaite un bon été. Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter? Bien, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a un nouveau système électronique. On a investi 20 000 $ dans ce système-là. On a été chanceux, on a trouvé ça de seconde main. Parce que neuf, ça n'aurait pas été abordable. C'est 75 000. Fait que là, on a un beau système pour 21 000. Ça fait que ça fait toutes sortes d'images qui sont bien le fun pour tout le monde. Là. Le monde aime bien ça. C'est plus à la fine pointe de la technologie, j'imagine. Ah, ça, c'est vraiment à la fine pointe. Là. C'est parce qu'il y a bien des opérations que le planteur n'est pas obligé de faire avec ce système-là. Puis au niveau des statistiques, ça va être plus facile aussi pour le personnel. Et si on veut venir régulièrement ici, on décide, moi, je veux m'investir dans les quilles. Comment ça fonctionne? Bon, vous donnez votre nom. Nous autres, on a des ligues organisées. Le lundi soir, mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi après-midi. Et mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. On a toujours de la place là, pour des remplaçants, quand toutes les ligues sont faites. Mais puis cet été, le mardi soir, on a eu des ligues. Et le mercredi, le jeudi et le vendredi, c'est libre, à 7h30. Et puis ici, il y a des familles qui veulent venir vivre une ambiance un peu comme ce qui vient de s'installer. Est-ce qu'il faut réserver à longtemps d'avance? Bon, maintenant, à tous les samedis soirs à 9h, là, durant la saison, on a des clairs de lune. Fait qu'il n'est pas obligé d'être 4 allées, 5 allées. Fait que aussitôt qu'on a 2-3 réservations, on a des clairs de lune à tous les samedis soirs à 9h. Et puis le numéro pour se joindre ici? 631-1413. Fait que ça nous fait plaisir de vous répondre puis de vous donner les informations. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Les petits explorateurs, c'est quoi? Des conférences informelles portant sur un voyage réalisé par une personne désireuse de venir nous partager son expérience. Les petits explorateurs s'adressent aux globetrotters en nous et aux gens curieux d'en connaître davantage sur une destination. Jessie Pro vous présente la prochaine. Mercredi le 9 mai, donc l'avant-dernière présentation de l'édition 2017-2018, c'est le Guatemala en solo. C'est une très bonne amie à moi, Stéphanie Bélanger, qui va venir nous parler de son voyage qu'elle a fait cet hiver, donc en hiver 2017, au mois de mars. Donc, pour la première fois de sa vie, elle est partie seule, backpack, là, communément appelé tout seul avec son sac à dos. Et elle va venir nous présenter un peu les défis qu'elle a rencontrés lors de son voyage, ses coups de cœur. Puis, je pense qu'elle est un petit peu tombée en amour aussi avec ce pays-là. Donc, ça risque d'être fort intéressant de venir découvrir ce merveilleux pays. Pour voir cette conférence, rendez-vous au 2e étage de l'Hôtel Gagnon, au 232 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui. Cette présentation commence à 19h30 et l'entrée est gratuite. Pour tout renseignement ou pour proposer une présentation, écrivez à petitsexplorateurs@commercial-hotmail.fr. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. À surveiller dans notre programmation du 4 au 8 mai, un film musical expérimental de l'Albertvillois Xavier Sénéchal, alias Guz. Et en terminant, n'oubliez pas le télébingo de ce dimanche, 1 200 $ en prix, dont 1 000 $ pour la carte pleine. Alors, bonne chance et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.